Première chose, je voudrais remercier le comité d'organisation pour m'avoir invité. Et j'ai laissé cette diapositive parce que je n'oublie pas d'où nous venons. Ça, c'était un papier d'il y a plus de 20 ans, fait avec les réanimateurs de Nancy, sur l'intérêt de la thrombolyse intra-artérielle. Alors, on avait déjà des éléments, puisqu'on avait une revascularisation et de bons résultats cliniques quand les patients étaient revascularisés. Seulement, il nous a fallu 20 ans pour arriver à démontrer et à mettre dans la pratique courante ce traitement par voie artérielle. Alors, on va voir pourquoi et comment est-ce qu'on peut encore améliorer les choses. Tout d'abord, quand on parle de revascularisation, on parle revascularisation, recanalisation, reperfusion. Dans la littérature, vous avez les termes sont parfois utilisés de façon confuse. La recanalisation, il y a une échelle de recanalisation, c'est il y avait un obstacle, il a disparu ou pas. C'est l'échelle AOL, ça n'a pratiquement aucun intérêt dans le problème clinique qui nous intéresse. Celui qui a un intérêt, la classification qui a un intérêt, c'est la classification MTC, donc qui est la reperfusion du territoire qui était auparavant ischémié, qui va donc de 0, où il n'y a pas de reperfusion, jusqu'à 3, la reperfusion complète. Et je vous ai illustré ici les différents grades. Aïe, aïe, aïe. Le grade 1, vous avez uniquement un tout petit passage, mais tout à fait anecdotique, il n'y a rien. Le grade 2A, vous avez moins de la moitié du territoire, ici c'est le territoire sylvien, qui est revascularisé. Le grade 2B, ça n'est pas complet parce qu'il persiste encore un petit peu de territoire qui n'est pas revascularisé, mais on est presque complet. Le grade 3, on est complet. Dans les études, on doit retenir uniquement 2B et 3. 2B et 3, c'est un bon résultat. 2A, c'est comme le 1, c'est un mauvais résultat. Il y a une extension de la zone ischémiée vers la nécrose. Donc, on parlera de bons résultats pour une reperfusion 2B et 3. Alors, reperfusion et évolution clinique. On sait depuis très longtemps, depuis pratiquement le début, que lorsqu'un patient a une recanalisation de son artère et une reperfusion de son territoire, on peut avoir une bonne évolution clinique. Il y a une relation évidente. Ça, c'est des papiers des débuts des années 2000, avant même les derniers devices. On savait qu'il y avait un fort rapport entre les deux. Et pourtant, nos résultats n'étaient pas bons. Le pire a été atteint, on en a parlé, en 2013, puisque 3 études randomisées, dont une avec 600 patients qui était très importante, qu'on attendait, toutes négatives. 2015, Mr Clean. Alors, on peut discuter de ces études, je pense qu'il faut en discuter. Mr Clean, une étude qui montre une efficacité 33 versus 19. Des chiffres qui seront très différents des autres. Pourquoi? Parce que c'était une étude où on faisait très rapidement une thrombolyse IV, mais très tardivement une randomisation. Donc les patients qui répondaient bien à l'IV n'étaient pas inclus. Et vous avez ici des chiffres qui sont très faibles là, de résultats. Ici, ensuite, vous avez ESCAPE, Extendia, Revascat et SwiftPrime. ESCAPE et Extendia, ce sont des études où on a cherché à identifier des très bons patients. Des patients qui étaient susceptibles d'avoir la meilleure évolution sur des critères en imagerie, sur des critères de perfusion cérébrale. Donc une population très ciblée, et c'est comme ça qu'on arrive à des chiffres d'efficacité. Vous voyez, 71% de patients autonomes à 3 mois. 71%, ce n'est pas la vraie vie. C'est des patients hyper sélectionnés. C'était dans le cadre d'études. Revascat, c'est une étude qui va jusqu'à 8 heures en Catalogne. Et SwiftPrime ressemble un peu plus à Trace. Et puis, donc, en 2016, on a publié l'étude française, étude Trace, qui est une étude qui est intéressante et qui est un petit peu différente des autres, parce que c'est une étude dans laquelle on a comparé une vraie bridging thérapie, intraveineux plus intra-artériel pour tous les patients. Les patients étaient randomisés alors que l'IV était commencé. Des patients qui n'étaient pas sélectionnés comme étant des bons candidats. C'était des patients qui étaient sélectionnés uniquement sur un AVC grave et une imagerie montrant qu'il y avait une occlusion artérielle. Donc on répondait au problème initial, mais ensuite on traitait tous les patients. Et donc on a des résultats qui sont peut-être moins flatteurs, on va les voir, que certains, mais qui correspondent un petit peu à notre vraie vie. Ça, c'est l'étude Hermès. L'étude Hermès, c'est la méta-analyse individuelle des 5 premières études. Alors on a des chiffres qui sont intéressants, qui sont importants, effectivement, une différence entre les deux qui atteint 20% sur le 0,2, qui est le score le plus intéressant. Ça, vous ne l'avez pas encore vu, c'est une publication qui va seulement sortir dans le Lancet Neuro. C'est la méta-analyse de toutes les études, négatives et positives, faites de thrombectomie. Les 3 premières études étaient celles de 2013, toutes négatives, et toutes les autres, là, dont Trace,
donc publié en 2015 et 2016, avec les nouveaux devices donc, de thrombectomie. Et là, vous avez bien évidemment un effet très net. Toutes les études sont positives à partir de 2015. Et puis vous avez ici l'effet global. Si on compare toutes les études, on a plus de 10%, on a 12% de patients autonomes en plus à 3 mois. Ce n'est pas 25, c'est 12. Élément intéressant, mortalité et les hémorragies intracrâniennes, pas de différence entre l'IV et la thrombectomie mécanique. Donc on n'ajoute pas un risque en faisant ce geste. Conclusion de ces études, la thrombectomie avec les stents retrievers actuels associés au traitement médical réduit la dépendance fonctionnelle à 3 mois pour les accidents de la circulation antérieure et sans augmentation de la mortalité. Ça, c'est la conclusion complète. Il faut retenir les stents retrievers actuels. Si vous prenez l'histoire du matériel, c'est seulement ces devices, c'est-à-dire le stent ici, qui apporte le résultat. L'analyse, la méta-analyse est très claire. Vous n'avez pas de résultats avant 2012 et des résultats qui apparaissent avec ces nouveaux systèmes. On vous l'avait vu passer en film tout à l'heure, mais voilà comment ça fonctionne. On traverse avec un guide le caillot, puis avec un microcathéter, et on va déployer un stent au niveau du caillot. On le laisse s'incorporer, puis on va gonfler un ballon pour occlure l'artère en dessous, et on va retirer le caillot tout en aspirant pour éviter qu'il y ait des fragments qui, bien sûr, partent dans le lit distal. Et on arrive ainsi à récupérer le caillot. Juste un exemple, une occlusion d'une artère cérébrale moyenne sur une incidence de face. Ici, on a une bonne perfusion résiduelle, donc a priori, on a un bon candidat. Voilà, le système est en place. Donc on voit les deux extrémités ici du système en place dans l'artère. Et dès qu'on déploie le stent, on voit réapparaître une perfusion antérograde, parce qu'on plaque le caillot contre la paroi. On attend quelques minutes, le temps que le caillot s'incorpore un peu dans le stent, et puis ensuite, on retire et on récupère comme ça la vascularisation distale. Ici, c'est un 2B, ça sera une bonne évolution clinique, bien sûr. Autre méthode, la méthode d'aspiration. Méthode d'aspiration, c'est une méthode relativement simple. On va amener un cathéter avec une large lumière au contact du caillot, et puis on va récupérer ce caillot en aspirant avec une aspiration continue. Intérêt de cette technique, beaucoup plus simple, beaucoup plus vite. Nous, tout le travail que nous avons, c'est d'aller le plus rapidement possible et de faire le plus simple pour récupérer le caillot. Ce qui fait qu'actuellement, nous avons comme traitement possible le stent retriever avec l'aspiration proximale. C'est le traitement qui a été validé par les études randomisées. C'est le seul. L'aspiration distale, il y a une étude, mais qui malheureusement a été arrêtée et qui n'a pas apporté, qui n'était pas significative. Il y a deux études en cours aux États-Unis pour essayer de montrer que l'aspiration fonctionne. Aspiration distale, c'est-à-dire au contact du caillot, plus ou moins le stent retriever, si ça on n'a pas réussi à retirer avec l'aspiration. Il y a une étude française qui vient d'être terminée, s'appelle l'étude Aster, dont on attend les résultats. Ils sont en analyse, mais les 400 patients sont inclus. On va bientôt avoir la réponse. Vraisemblablement, cette technique-là sera la technique d'avenir, parce que ça va plus vite. Quand l'aspiration fonctionne, en moins d'un quart d'heure, on a retiré le caillot. Donc on gagne là encore 15, 20, 30 minutes par rapport aux techniques traditionnelles. L'efficacité clinique du geste, eh bien, elle dépend de la reperfusion, c'est ce qu'on vient de voir. On arrive maintenant à 90-95% de patients recanalisés avec ces méthodes. Et puis ensuite, les autres éléments, le délai, la localisation, le score clinique, le score aspect, et puis la circulation collatérale. Alors ça, c'est l'étude Hermès. On voit que le délai, bien évidemment, quand le délai dépasse 300 minutes, c'est-à-dire 5 heures avant la randomisation, l'efficacité diminue. La localisation, plus l'occlusion est proximale, meilleur est le résultat. C'est meilleur dans la cérébrale moyenne en M1 qu'en M2, et c'est meilleur dans la carotide interne qu'en M1. L'efficacité de la thrombectomie est beaucoup plus importante. Et on sait que la thrombolyse IV, plus c'est gros, et moins ça marche. Donc ça tombe bien, les deux ensemble, ça va fonctionner. Le score NIHSS, quel que soit le score, on a un bon résultat de toute façon. Et puis le score aspect, on va en discuter parce que ce score aspect, il est intéressant pour nous puisque c'est l'évaluation de l'ischémie. Au niveau du délai,
Ça, c'était montré, ça c'est l'étude IMS3 qui montre que, bien évidemment, en fonction des délais, le résultat diminue et on a pu calculer qu'on perdait 10% de patients autonomes à chaque demi-heure perdue. Et là, ça c'était une analyse dans IMS3, des délais intra-hospitaliers. On a parlé des délais d'arrivée en ambulance, mais qu'est-ce qu'on perd comme temps dans un hôpital? On perd du temps pour faire la thrombolyse IV, on perd du temps entre la thrombolyse IV et la ponction, et on perd du temps ensuite pour faire la thrombectomie. Ça, c'était une étude avec un résultat négatif. Et donc, je vous ai dit maintenant, on arrive à faire la technique en moins d'une demi-heure, et on arrive à réduire ce temps-là. Donc, les recommandations actuelles pour faire une thrombectomie, c'est entre l'entrée et la ponction fémorale, il faut moins d'une heure. Entre l'entrée et la reperfusion, il faut moins de 90 minutes. C'est-à-dire qu'il faut faire la thrombectomie en 30 minutes. Et ça, il faut des équipes très entraînées à tous les niveaux. Prise en charge de la thrombolyse, prise en charge de la thrombectomie. Pour répondre partiellement à votre question, ça ne sera pas disponible partout avant longtemps. Reperfusion et pronostic clinique. Délai de reperfusion, on vient de le voir. La perfusion résiduelle et l'état cérébral antérieur. On discute beaucoup de ces notions de revascularisation futile. On a parlé de revascularisation dangereuse. À mon avis, il faut oublier ce terme. Peut-être futile, mais dangereux. Non, on n'a pas montré d'augmentation de l'hémorragie. À propos de l'âge. L'âge, après 80 ans, on a moins de patients autonomes à 3 mois que chez les patients de moins de 80 ans. Ça, c'est vrai. Mais en revanche, le bénéfice est plus important. On voit ici sur cette... Ça, c'était la méta-analyse. On voit que le bénéfice est plus important de la recanalisation après 80 ans. Donc, au contraire, l'âge n'est pas un facteur limitant, mais on conseille une imagerie des vaisseaux cervicaux après 90 ans pour éviter d'imposer, bien sûr, un geste à quelqu'un alors qu'il a des vaisseaux impraticables. Parce qu'il faut quand même faire du cathétérisme intracérébral. L'état cérébral antérieur, les microblitz, ce n'est pas intéressant. La leucoariose, c'est vrai que plus un cerveau est abîmé par la microangiopathie, diabète, hypertension, etc., moins bons sont les résultats à 3 mois. Mais pour le moment, on ne considère pas cette leucoencéphalopathie vasculaire comme une contre-indication. Le score aspect, un élément important, c'est l'étendue de l'ischémie cérébrale. Habituellement, les patients avec un score faible, 0,4, sont exclus des études. Dans TRACE, comme on n'avait pas de sélection sur l'imagerie cérébrale, on a inclus ces patients. Sur les 57 patients qui étaient considérés comme étant un très mauvais pronostic, on en a quand même un tiers autonome à 3 mois et il y a une efficacité de la thrombectomie. Donc les patients les plus graves doivent être récupérés dans notre panel de patients. Donc on est parti de là, on est parti de les meilleurs patients, les hyper sélectionnés avec d'excellents résultats et progressivement on en revient à l'ensemble des patients avec peut-être des résultats qui seront moins bons. On a 12% de patients autonomes en plus dans TRACE, mais on s'adresse à plus de patients. Dernier point que je voulais aborder, la thrombectomie avec les stent retrievers actuels, c'est associé au traitement médical. C'est-à-dire que jusqu'à présent, toutes les études montrent qu'il faut quand même faire de la thrombolyse intraveineuse. C'est une grande discussion actuellement. Ça, c'est une extrapolation d'Hermès qui dit qu'il n'y a pas de différence entre qu'on ait fait de l'IV ou pas d'IV. Donc finalement, il n'y a pas besoin de faire de l'IV. Ça n'est pas possible. Il n'y a pas d'études randomisées qui comparent les deux. Il n'y a pas d'études randomisées qui comparent la bridging thérapie et la thrombectomie mécanique seule. Et au contraire, dans TRACE, on a des éléments qui nous incitent à continuer la thrombolyse IV. 204 patients dans le groupe thrombectomie mécanique, il y en a 53, ça fait 26%, qui n'ont pas eu de thrombectomie. Pourquoi ils n'ont pas eu de thrombectomie? Parce qu'ils se sont améliorés. Ils n'avaient plus besoin de thrombectomie ou ils se recanalisaient. Donc c'était des patients répondeurs rapides à la thrombolyse IV. Pourquoi on en parle dans TRACE et pas dans les autres études? Parce que les autres randomisaient les patients 1h30 après ou 2 heures après. Donc forcément, ils n'étaient pas randomisés. Dans TRACE, ils étaient randomisés tout de suite, donc on a pu voir l'évolution de ces patients. Dans le groupe IV, 208 patients qui étaient inclus, 42% des patients sont autonomes à 3 mois. Donc la thrombolyse IV, ça sert à quelque chose. On a un plus avec la thrombectomie, mais on doit la garder. Et c'est pour ça qu'on dit que l'étude TRACE est sûrement plus proche de la vraie vie. On a discuté du mothership et du drip and ship. C'est certain que cette discussion sur faut-il faire une thrombolyse ou pas, ça compte, parce que on sait que la thrombolyse IV ne doit pas retarder la thrombectomie, mais nous, actuellement, on fait la thrombolyse IV pendant la période de préparation à la thrombectomie.
Et de la même façon, quand le patient est loin, il y a plus d'une heure, eh bien nous, on a opté pour injection du bolus IV dans le centre où est le patient, et ensuite le transfert secondaire. Et on a les heureux surpris d'avoir les patients qui ont récupéré quand ils arrivent. Future amélioration des outils, nos stents, la thrombolyse IV ou non, je pense qu'on aura la réponse, mais c'est surtout ça le plus important, augmenter le nombre de patients qui peuvent bénéficier du traitement par l'organisation logistique et surtout par la suppression progressive des contre-indications. Tout ce qui était contre-indication à la thrombolyse IV, ça disparaît avec la thrombectomie. Pour les accidents les plus graves, le seul enseignement que l'on a, c'est qu'il faut aller encore plus vite que pour les autres. Et puis le délai, après 6 heures, eh bien, avant 6 heures, je veux dire, c'est à relativiser, parce que déjà Revascat, c'était 8 heures. Et puis, on a des éléments qui nous montrent que quand on a en IRM une perfusion résiduelle, on peut faire des patients à 8 heures ou à 9 heures après l'accident initial.